Alors, bonjour à tous, bienvenue à cet IRFD webinar pour la sixième édition. C'est en train de se connecter, je vois que tout le monde est en train de se connecter. Nous, du côté de Blueboat, IRFD avec Thibaut et avec Frédéric, nous sommes prêts. Écoutez, alors est-ce qu'on laisse encore un petit peu de temps pour que tout le monde se connecte? Non, ça va arriver tout doucement. Pour rappel, cet IRFD, c'est un IRFD webinar, c'est le sixième que l'on fait cette année. Pour rappel, l'IRFD n'aura pas lieu cette année en live, mais aura bien lieu sous format webinar. Et donc, en fait, on s'est dit autant avoir 12 participants, mais sur 12 mois. Donc, effectivement, Frédéric sera notre sixième intervenant. Je vais vous le présenter dans quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de communication employeur. C'est quoi et comment la réussir? Alors, pour rappel, pour les participants qui participent pour la première fois à cet IRFD webinar, sur la droite de votre écran, vous allez avoir la partie chat où vous pouvez échanger et idéalement, si vous avez des questions pour Frédéric, vous n'hésitez pas. Il y a tout simplement un onglet questions, vous voyez, et peut-être que Thibaut nous fera un sondage pendant l'IRFD. On verra. Cette fois-ci, Thibaut m'accompagne parce que le sujet n'est pas simple. La communication employeur. On va en parler rapidement. Alors aujourd'hui, on reçoit Frédéric Fougera, qui est directeur de la communication et de la RSE Foncia. Il nous expliquera ce que ça veut dire tout ça. Foncia, je pense que vous connaissez tous Foncia, mais peut-être pas aussi bien que vous le pensez. Foncia, c'est le premier syndic de copropriété, le premier loueur de France, mais c'est vrai qu'on le connaît plus pour la partie transaction, vente de biens immobiliers, mais c'est le premier syndic de France. Je pense que Frédéric nous en reparlera. Il est directeur de la communication et quand on parle de com employeur avec le directeur de la communication de Foncia, on parle quand même d'une communication employeur pour 11 000 collaborateurs, 600 agences. Donc, ça commence à causer en termes de chiffres. Alors, je suis obligé, Frédéric, désolé, je vais commencer par une anecdote. En fait, comment on est arrivé à contacter Frédéric? Ben, c'est en préparant l'IRFD l'année dernière. Donc en 2020, on a préparé un IRFD et puis on était sur un article qui a été fait par nos copains de la Clique, dont Thibaut fait partie également. Je me suis même pas présenté. Je suis Christophe Thiel de Blueboat, gérant de la société Blueboat. On est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises sur le marketing web. Voilà, je fais simple. Pardon, je fais cette parenthèse. Et Thibaut m'accompagne également et il est également chef de projet et sur la partie représentant de Blueboat sur Strasbourg. Voilà, rapide. Désolé, je suis un peu emmêlé dans ma présentation. Je reviens sur mon histoire d'article. Donc, il y a l'article de la Clique, de nos copains de la Clique, qui est fait par Thibaut, qui en fait partie également. Et donc, le titre, c'est La marque employeur à l'épreuve de la crise. Tout va bien. On publie un petit peu à différents endroits sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, on a quelqu'un qui nous interpelle, Frédéric. Je vous passe les échanges que nous avons pu avoir. Et la réaction de Frédéric, la fin, c'est sauf que la marque employeur, ça n'existe pas. Vous nous connaissez, on s'est dit, on a une opportunité, on a quelqu'un qui est très intéressant, qui a un beau poste et en plus, on peut peut-être avoir quelques échanges sympas sur ce sujet de la marque employeur. Et donc Frédéric, on lui a dit, bah, ce serait bien qu'on se revoie pour un IRFD. On pensait pas qu'on le ferait en webinaire cette année, mais bon, voilà. Mais je pense qu'on réussira à inviter Frédéric pour un IRFD, mais en live, en réel, l'année prochaine, je l'espère. Et avant de te laisser la parole, Frédéric, je voudrais juste quelques éléments, parce que justement, cette marque employeur, je me suis dit, mais est-ce que c'est nous qui faisons un focus sur ce terme? Mais finalement, j'ai fait un Google Trends, j'ai regardé marque employeur, communication employeur pour comparer. En fait, on se rend compte que le terme est très utilisé actuellement. Le journal du Net, il n'y a pas très longtemps, a fait aussi un article là-dessus. Mais j'ai l'impression que est-ce que c'est pas finalement un défaut de langage, parce que c'est pas un abus de langage, mais on utilise le terme la plupart du temps marque employeur. Voilà, j'ai fait une introduction qui était un petit peu brouillonne au début, désolé. C'est notre sixième, c'est avant les vacances, c'est avant l'été.
Voilà. Frédéric, ce que je te propose, c'est de te présenter, nous expliquer qui tu es, et puis revenir sur cette notion de marque employeur qui nous a rapprochés. Voilà. Alors, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Pour me présenter, c'est assez simple. J'ai 55 ans. Ça fait 36 ans que je dirige des services communication. Comment est-ce possible d'avoir une telle expérience professionnelle à mon âge? C'est tout simplement parce que je n'ai pas fait d'études. Je suis autodidacte et j'ai commencé à travailler dès la première année de faculté que j'ai abandonnée en faisant du droit pour me consacrer aux radios libres qui était très récente à ce moment-là. Je me suis engagé dans cette aventure. J'avais plus envie de faire et d'apprendre en faisant que d'apprendre sur les bancs d'une école ou d'une université. Et c'est ce qui explique que j'ai pu m'engager professionnellement très tôt et du coup avoir une expérience professionnelle et du coup déjà un petit peu longue. J'ai travaillé dans le secteur, j'ai commencé donc en radio libre, mais j'ai vite été débauché pour bosser dans le secteur public auprès d'élus et de collectivités territoriales où j'ai bossé un peu moins de 15 ans et depuis je travaille dans le secteur privé. J'ai travaillé dans que des grands groupes internationaux, plus ou moins grands, de 5 000 personnes à 120 000 personnes, 120 000 collaborateurs, de 5-6 pays à 56 pays dans le monde. Donc voilà, et c'est pas forcément la plus grosse entreprise avec le plus grand nombre de collaborateurs qui était présente dans le plus grand nombre de pays. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, voilà mon parcours professionnel, toujours autour de la communication. Souvent, je m'amuse à dire, de toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Alors j'essaie au moins de bien faire ça, mais je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Et en parallèle, j'ai aussi pas mal enseigné en école de com ou à Sciences Po, ce qui est toujours assez amusant quand on est autodidacte de recevoir des fiches de paye de prestigieuses écoles ou universités. Et j'ai commis quelques livres sur le sujet. Un premier bouquin qui s'appelle « Un DIRCOM n'est pas un démocrate », ce qui n'est pas forcément une provocation, mais ce qui a pour vocation de tout de suite expliquer que la communication, c'est un métier d'engagement et pas un métier de consensus. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour s'engager et pour servir des cibles. Plus récemment, un dictionnaire de la com, que j'ai mis plus de 3 ans à écrire, pour essayer de documenter un peu tous les mots de la communication. Et puis en octobre prochain, la suite du DIRCOM n'est pas un démocrate, qui s'appellera tout simplement La com est un métier, et que ça sera également une succession de tribunes pour partager des moments et des expériences de la communication. Voilà ce que je peux dire pour me présenter. Et aujourd'hui, depuis 2018, je suis directeur de la com et de la RSE du groupe Foncia. Donc le groupe Foncia, comme ça vous a été dit, c'est un peu plus de 11 000 personnes au niveau européen, plus de 600 agences. On est aujourd'hui le premier syndic, premier loueur de France, et on est aussi un acteur important, pas le premier, un acteur important de la transaction, c'est-à-dire de l'achat et de la vente de biens immobiliers. C'est souvent pour ça que notre marque est connue, parce qu'on est présent par ces agences souvent bien situées en centre-ville, qui nous donnent de belles vitrines et donc une belle visibilité quand les cabinets d'administration de biens n'ont pas pignon sur rue, donc sont moins visibles. Voilà pour la présentation. Maintenant, si on revient sur la question de la marque employeur, la marque employeur, c'est un sujet de sémantique. Voilà, il ne faut pas exagérer le propos, il ne faut pas imaginer qu'on va avoir une joute incroyable sur ce sujet-là, bien que ça m'arrive. C'est une question de sémantique. Donc tout ce que l'on met, tout ce que l'on enveloppe dans le sujet de la marque employeur sont bien des sujets qui existent et essentiellement des sujets de communication. Quand je dis que la marque employeur, ça n'existe pas, c'est parce qu'une marque n'a qu'une seule marque. Elle n'a pas une marque interne pour la communication interne, une marque financière pour la communication financière, une marque corporate pour la communication corporate, une marque commerciale pour la communication commerciale. La marque Google, c'est Google. Quand Google recrute, il recrute pour Google. Il n'a pas une marque à côté. Donc la marque, il n'y a pas de marque employeur Google, il n'y a pas de marque employeur TF1, il n'y a pas de marque employeur Foncia. Donc jamais personne n'a été capable de me montrer une marque employeur parce que l'entreprise n'a qu'une seule marque. Mais encore une fois, c'est qu'une question de sémantique. Les Français, on n'est pas toujours très fort avec les langues étrangères et notamment avec l'anglais. On a mis 30 ans avant d'admettre que les relations publiques, public s'écrivait CS et non QES, parce que le public n'est pas là pour qualifier les relations, mais pour identifier la diversité des publics. Voilà, les professionnels de DRP ont mis 30 ans avant de reconnaître cette erreur, et en 2011 ont officiellement acté que les relations publiques, cela s'écrivait CS, ce qui vaut d'ailleurs à beaucoup de communicants dans leur CV de s'entendre dire par des responsables RH ou des cabinets de recrutement qu'ils ont fait une faute dans leur CV quand ils écrivent qu'ils sont en charge des relations publiques CS. Et ben, je pense que employer branding, un jour ou l'autre, on finira par admettre
que c'est une erreur de traduction, qu'il n'y a pas de marque employeur, mais une communication employeur. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont établi tout leur business sur la marque employeur et donc qui viennent expliquer qu'eux, ils interviennent et ils vont vous aider à communiquer sur votre marque employeur. Donc, ça va être, eux, ils font un peu de résistance parce que c'est normal. Ça va être un peu compliqué pour eux de venir expliquer que finalement leur travail est un petit peu différent. En réalité, on est bien d'accord, ce n'est qu'une question de sémantique. Tout ce qu'enveloppe le faux sujet de marque employeur, lui, existe bien, mais c'est de la stratégie employeur, c'est de la stratégie de recrutement, c'est de la communication employeur, c'est de l'image employeur. On peut lui donner beaucoup de noms, mais l'entreprise n'a qu'une seule marque, et la marque employeur, ça n'existe donc pas. Alors, sauf si quelqu'un peut m'en présenter une, mais pour le moment, tant que je tiens ce discours, personne n'a pu me présenter une marque employeur. Alors, ça me fait sourire quand je t'entends parler justement de relations publiques, puisque c'était une discussion qu'on avait avec un partenaire de l'IREBD qui est Noisy, ou justement qui milite aussi pour cette relation avec les publics. Donc petit clin d'œil à Noisy. Dans ce que tu dis, donc sur la marque, qui dit marque dit image de marque, ce qui veut dire que finalement il y a un impact fort, il y a une porosité finalement entre les différents univers dans lesquels la marque va évoluer. On parle de communication externe, souvent de la communication orientée client, on parle de communication interne, mais on parle aussi finalement de communication qui va aller toucher des collaborateurs ou des futurs collaborateurs. Comment tu le perçois, toi, dans le groupe Foncia, justement, cette porosité et l'impact, finalement, de l'image de marque dans ces différentes sphères? Mais ce que tu dis est très important parce que souvent, l'erreur dans certaines organisations, c'est de diviser la communication entre plusieurs services. Même certaines entreprises, même des grandes entreprises, avec la crise, ont même décidé de fermer leur direction de communication pour répartir ces sujets au sein de différents services. Par exemple, la communication corporate auprès d'un secrétariat général, la communication financière auprès d'une direction financière, la communication RH auprès d'une direction RH. Très bien, mais donc il n'y a plus aucune vision et plus aucune cohérence de la communication. Il n'y a plus une direction qui est donnée, mais finalement des visions qui vont dépendre de gens qui, en plus, ne sont pas nécessairement des communicants ou des professionnels de la communication. Donc la communication, elle est porteur d'un message, elle est porteur d'une vision, et ça c'est essentiel pour la coordonner et pour ensuite faire tout le travail de déclinaison qu'il y a à faire en matière de communication. Oui, il y a une seule marque, oui, il y a une seule vision, mais après il y a plein de cibles différentes et plein d'intentions de communication différentes. Et c'est là où on va angler du verbe angler, que je vous invite à retrouver dans le dico de la com. On va orienter la communication vers ces cibles et vers les messages qui vont intéresser ces cibles. Et pour un même sujet, on ne va pas le traiter de la même façon en relation presse pour s'adresser à des journalistes, on ne va pas le traiter de la même façon, on ne va pas forcément le traiter de la même façon en communication interne pour informer et intéresser, associer les collaborateurs. On ne va pas le traiter de la même façon en communication employeur pour essayer de recruter des talents, ou plutôt d'ailleurs des compétences. On pourra revenir sur cette nuance aussi qui m'amuse pas mal. Donc en fait, à t'entendre, et c'est là où moi ça me fait très plaisir de t'entendre, puisqu'on en revient aux fondamentaux de la communication et pourquoi la communication est un métier, c'est que finalement c'est de travailler sur des objectifs, sur des cibles, sur des messages et sur des canaux. On va relayer ces messages pour aller toucher des cibles. On est profondément finalement dans un métier de communication. Et qu'il est important finalement d'appréhender aussi d'un point de vue global qu'on cherche à s'adresser à un collaborateur, à un client, à un partenaire, à des partenaires financiers, etc. On est parfaitement d'accord. Moi, je vois 3 étapes clés et fondamentales à la communication. La première, c'est le contenu. La seconde, c'est l'émotion. Et la troisième, c'est la promotion. Le contenu, c'est la base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication s'il n'y a pas de contenu. Souvent, les gens, notamment les gens qui ne sont pas des pros de la communication, abordent la communication par l'outil. Tiens, je voudrais faire une vidéo. Tiens, j'aimerais avoir une page Facebook. Tiens, je voudrais faire un leaflet. Tiens, je voudrais avoir une newsletter. Mais en fait, on pense l'outil, mais on ne sait même pas pourquoi on veut le faire. On ne sait même pas quel message on a à partager, quelle histoire on veut raconter ou à qui. Donc la communication, c'est d'abord du contenu. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à raconter. Après, c'est l'émotion. L'émotion, c'est ce qui va différencier le contenu d'une simple information. Et c'est là où l'émotion
ce travail différemment parce que si je m'adresse aux collaborateurs, j'attends pas d'eux la même réaction et donc véhiculer la même émotion vis-à-vis des collaborateurs que si je m'adresse à des gens que je veux recruter, que si je m'adresse à des gens dont j'espère qu'ils vont venir investir dans mon entreprise, si je m'adresse à des gens dont j'espère qu'ils vont acheter un service ou un produit de mon entreprise. Donc ça, c'est l'émotion. Et après, c'est la promotion, parce que parfois, on oublie aussi l'outil, et le communicant, parfois, a parfaitement fait son boulot, mais une fois que vous avez réalisé une vidéo, une fois que vous avez écrit un texte, si vous le partagez avec personne, le travail est fait, mais il ne sert à rien, puisqu'il n'est pas allé jusqu'à la cible qui est supposée recevoir ce travail. Donc voilà, contenu, émotion, promotion, et c'est dans la partie émotion où les différentes cibles peuvent se travailler, parce que c'est là où on met l'intention de communication. Il n'y a de la communication que s'il y a une intention. Il faut savoir pourquoi on veut communiquer, et du coup, comment on va communiquer pour atteindre cet objectif, et donc cette intention de communication qui est variable et différente, qui peut être commune à tout le monde, mais qui généralement est plutôt variable. Parfois, c'est des nuances, parfois c'est très différent. Alors je pense que ton propos doit faire sourire les communicants ou les marketeurs qui sont parmi nous. Justement, dans les inscrits, il y a plusieurs profils. J'ai vu passer des profils plutôt RH, plutôt communication ou marketing. Moi, pour l'anecdote, et c'est ce que j'ai pu souvent constater dès qu'on aborde la communication employeur, dès qu'on commence à faire de la communication RH, souvent on rentre par cet angle-là. Les interactions, c'est les collègues de la direction des ressources humaines qui viennent voir la direction de la communication, la direction marketing. J'ai tel message à relayer, il faut que tu le diffuses. Et c'est là où finalement on en revient sur la communication intermétier, où forcément on va avoir nous le réflexe de communicant de dire attends, mais qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi ton objectif derrière le message et qui tu cherches à toucher. Et c'est là généralement que moi c'est comme ça que dans ma carrière ça m'a amené à travailler, à discuter avec mes collègues des RH, de se dire non mais attends, par rapport à ce que tu veux faire et par rapport à la cible que tu cherches à atteindre, faut peut-être qu'on raisonne différemment. Et là, on commence à rentrer dans de la stratégie de communication et à construire quelque chose main dans la main avec les RH, puisqu'ils ont l'expertise métier. Par contre, effectivement, on est là où on doit apporter de la valeur, nous, en tant que communicants, pour apporter cette vision globale. Et puis, finalement, on doit être aussi, et nous, dans une recherche d'efficacité. C'est quoi ton objectif? Et donc, quel va être le meilleur moyen de l'atteindre? Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se retrouvent parmi les participants dans ces échanges-là, surtout comment est-ce qu'on en est venu à travailler sur de la communication RH quand on est communicant. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a une confusion des genres. C'est-à-dire que la direction ou le service de la communication dans une entreprise a des clients internes. Et c'est comme tu le disais, ce sont ces clients internes qui ont la connaissance du contenu ou l'expertise de leur contenu. Donc l'information de base, elle ne peut pas être inventée, fabriquée ou imaginée par la direction de la communication. Le contenu, il vient bien du service pour lequel on travaille. Nous, notre métier, c'est de mettre en valeur ce contenu, c'est de savoir le vendre, c'est de savoir le vendre aussi au bon moment, et aussi de faire la distinction. C'est très particulièrement le cas avec les ressources humaines, où un certain nombre de sujets ne sont pas des vrais sujets de communication. Ce sont des pures informations. C'est des informations sociales, des informations techniques. Et là, il ne faut pas chercher à en faire des sujets, forcément, à en faire des sujets de communication. Et donc, il faut aussi savoir faire la part des choses et discerner entre ce qui est de la pure information. C'est ce qu'on fait d'ailleurs chez Foncia. Il y a un canal de communication qui est information RH, quand il s'agit vraiment d'informations purement professionnelles, métiers, légales, et puis un canal de communication, des sujets RH qui passent par le canal de communication interne, parce que là, il y a un travail de communication à faire, parce qu'il faut toucher les gens, parce qu'il faut les faire réagir, parce qu'il faut leur donner de l'envie, il faut les alerter. Donc, il y a cette nuance aussi à avoir, qui est plus particulièrement vraie et spécifique avec les RH, même si on peut le retrouver sur d'autres services. Mais il y a vraiment... et je ne parle même pas de la partie communication sociale ou de la partie relation sociale, qui pour moi n'est presque plus du tout jamais de la communication, même si on peut toujours retravailler, relire un document, une information avec les RH sur ce sujet et rester en étroite collaboration. Souvent, la partie relation sociale, on parle de communication, mais c'est souvent une erreur. Là, on est vraiment dans un autre travail.
Il y a une question super intéressante de Dany que je salue au passage, qui s'interroge. Tu parlais tout à l'heure, Frédéric, de l'organisation de la communication, où bien souvent et malheureusement, on va constater que la communication est éclatée. On va retrouver de la communication orientée RH ou interne à la DRH. On va avoir une direction de la communication qui va porter plutôt de la communication corporate, institutionnelle. On va avoir une communication plutôt orientée commerciale, portée par le marketing. Déjà, une première question, Frédéric, comment est-ce que vous êtes organisé, vous, chez Foncia, en termes de communication? Où se trouvent là où les communications chez Foncia? Il se trouve que 100% de la communication est présente dans mon service. C'est un peu une de mes conditions d'exercice du métier, et il se trouve que je la partage avec le président du groupe, Philippe Salle, avec lequel je travaille depuis maintenant bientôt 20 ans et dans 5 groupes différents. Mais j'ai jamais accepté un poste où je ne pourrais diriger qu'une partie de la communication et finalement me retrouver confronté à d'autres visions ou à d'autres façons de travailler. Donc chez Foncia, c'est l'intégralité, 100% des communications sont présentes à la direction de la communication. Pendant un temps, j'ai également dirigé le marketing, qui n'est pas mon métier, qui est maintenant dirigé, rattaché directement au président du groupe avec une directrice du marketing, avec laquelle je suis très proche. Nous travaillons dans le même bureau. En fait, j'ai un espace de travail. Je suis très favorable aux espaces de travail partagés pour la fluidité du travail et des informations. Donc, la directrice du marketing, elle est à mes côtés avec mes autres directeurs comme interne de relations presse, une communication numérique et ma DIRCOM déléguée. On travaille tous dans le même bureau. On n'est pas tous les jours présents tous dans le même bureau, mais on a cette proximité, cette fluidité qui font que les équipes sont très proches. Et la communication client, donc c'est un pan du marketing, la communication client est bien à la direction de la communication, mais en étroite collaboration avec les équipes marketing qui sont un client interne, exactement comme peut l'être la DRH ou la direction financière. Alors justement, la question de Dany portait là-dessus, puisqu'on voit dans les organisations que c'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas de volonté politique, parfois il y a des résistances internes. Il y a des résistances internes. Comment est-ce qu'une entreprise justement qui se retrouverait avec une direction, enfin avec des communications qui vont être éclatées, peuvent réussir quand même à garantir la cohérence des messages de la communication? Alors, comme tu as exactement dit, c'est une question de volonté, décision politique. Donc, on veut faire les choses correctement ou on ne veut pas les faire ou on n'a pas le courage de le faire. Donc, ça, c'est un point. Après, c'est la responsabilité du dirigeant qui souhaite quelque part désorganiser sa communication. Du coup, il a les résultats et la communication qu'il mérite suite à cette décision. Dans le fait que, éventuellement, la communication ne soit pas intégralement hébergée dans une direction de la communication, il y a deux façons de voir le sujet. C'est soit vous avez des communicants professionnels qui s'occupent de cette communication ailleurs. Et c'est le moins pire. Certes, il y a un problème de vision et de cohérence et de cohésion, éventuellement, parce qu'il peut aussi y avoir une coordination avec ces différents communicants, mais bon, reste qu'il y a quand même un double rattachement qui peut parfois poser problème, mais c'est ce qu'il y a de moins pire si ce sont des professionnels de la com. Il se trouve aussi que dans certaines organisations, ce sont des gens qui n'ont aucune compétence en communication, qui ont en charge des questions de communication. Et là, c'est plutôt catastrophique parce qu'on a affaire à des gens qui ne connaissent pas le métier, et donc les résultats sont forcément moins bons, dégradés, médiocres, je ne sais pas. Tout va dépendre après des personnes et des missions qui leur sont confiées. Et je voudrais rajouter un truc aussi. En 36 ans de métier, j'ai vu une énorme évolution, et plus spécifiquement sur la partie RH, où quand j'ai commencé à bosser, les DRH tenaient absolument à avoir la com interne comme si c'était une façon de maîtriser une partie de pouvoir qui ne voulait pas leur voir échapper. Et j'ai très vite vu, et ça existe probablement, ça existe toujours et probablement toujours, mais j'ai très vite vu une tendance vraiment très forte de DRH qui très vite et de plus en plus se dégageaient de la com interne parce qu'ils y ont vu aussi une connotation politique et une sensibilité dans laquelle ils n'avaient pas envie de mettre les pieds et finalement ils préféraient se voir dégager de ce sujet. Donc il y a quand même eu une évolution. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai vu une évolution très forte de DRH qui tenait terriblement à garder cette fonction, puis qui voulait absolument s'en débarrasser et ne surtout plus s'en occuper. Alors, il existe encore beaucoup de configurations différentes, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu une tendance
du côté des RH à vouloir se dégager à bien vouloir garder une mainmise sur les relations, sur la communication autour des relations sociales. Et ça, comme je le disais, pour moi, ça me paraît vraiment être leur métier et vraiment se détacher de la partie purement communication de l'entreprise, mais toute la partie com interne, plutôt ne plus trop vouloir s'en occuper, quoi. Mais là, tu parles, pardon. Ah, vas-y, Christophe. Ouais, pardon, tu parles, Frédéric, de la enfin, les DRH souhaitent conserver la communication interne, mais j'ai l'impression que la communication externe également, c'est un élément qui souvent est conservé, et quand nous, on peut intervenir dans des industries, on se rend compte qu'en fait, il y a une stratégie de marque qui est mise en place, et derrière, on va nous dire il faut parler avec les DRH parce qu'ils sont déjà en train de faire de la communication vers l'externe, et cette communication, basiquement, c'est du LinkedIn, c'est de faire du partage d'offres d'emploi, et on a l'impression que c'est ça la marque employeur, enfin, ou la communication employeur qui est proposée. J'ai l'impression qu'il y a encore quand même, justement, tu dis ça, c'était une évolution sur la com interne, mais j'ai l'impression que la com externe, on est encore loin aussi du modèle que toi tu proposes. Alors, c'est vrai que sur la communication employeur, souvent les DRH s'en emparent, mais parce que c'est vrai que c'est leur quotidien. Donc, sur ça, ils doivent être accompagnés. Même chose, est-ce qu'il y a une volonté politique ou pas de bien affirmer que la communication, elle est pilotée à un seul endroit? Mais c'est vrai que c'est un sujet qui les concerne directement, dans lequel ils doivent être 100% associés, encore une fois. C'est un client interne de la com. Donc, là, en fonction des organisations, oui, la DRH peut préempter ce sujet-là. Encore une fois, chez Foncia, c'est évidemment pas le cas. On travaille en super étroite collaboration avec la DRH et la direction du recrutement, qui ont des objectifs, qui ont des intentions. Elles sont ensuite mises en musique. Tout ça est mis en musique par la direction de la communication. D'autant pour compléter ce que je voulais intervenir et pour compléter le propos de Christophe, ce que je constate aussi, c'est que finalement, d'autres fonctions qui auraient pu avoir la main sur la communication sont aussi rattrapées par le niveau d'expertise qui est demandé, et finalement on en revient aussi aux outils, puisque on partage une marque, mais on partage aussi des outils. Et bien souvent, moi, c'est ce que j'ai pu constater dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, on se retrouve à travailler avec les RH parce que un moment il faut diffuser une information sur LinkedIn, diffuser une information sur le site internet de l'entreprise. Simplement, ces outils ils sont partagés par toute l'entreprise, et souvent ils sont à la main soit la direction de la communication, soit la direction marketing. Alors, c'est vrai, il y a cette question d'outils. Et tout à l'heure, vous citiez notamment la communication donc sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Il y a un point qui est clé et une évolution qui est très forte ces dernières années, donc en partie liée aux réseaux sociaux, mais aussi à leur usage, et qui tend à faire reconnaître la professionnalisation de la communication, et qui fait que certains préfèrent aussi s'éloigner de ces sujets-là pour un peu laisser la merde à la communication. C'est toute la partie gestion de crise. C'est très sympa d'aller publier un visuel, une photo directement sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa marque. Mais dès qu'on commence à être attaqué, dès qu'on commence à être critiqué, dès qu'il y a de la polémique qui arrive, là, tout d'un coup, il y a quand même une forme de panique sur la bonne ou mauvaise façon de répondre. Parfois, c'est en faisant des erreurs qu'on réalise que du coup, on n'a pas été à la hauteur. Et du coup, là, c'est panique à Bangkok. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, on se retourne vers la direction de la communication. Donc, toute la partie, comme cette communication immédiate est de plus en plus sensible, parfois de plus en plus violente, là, la même chose, côté des RH, souvent, on préfère laisser ça à des gens dont c'est le métier, à des community managers ou des responsables réseaux sociaux qui font ça toute la journée, qui peuvent avoir pas des FAQ, pardon, j'ai oublié le terme. Chez nous, chez Foncia, on a des tableaux de modération, voilà, des tableaux de modération avec les différentes possibilités de critiques ou d'agressions sur les réseaux sociaux pour savoir comment réagir. C'est des tableaux qui se mettent à jour quasiment toutes les semaines, voire tous les jours, quand il y a des données nouvelles qui peuvent y être intégrées. Voilà, ce travail-là, c'est pas le travail il n'y a pas de gens à la DRH dont c'est le métier ou qui ont du temps pour faire ça. Il n'y a pas de gens qui sont en permanence avec plusieurs écrans sous les yeux et qui voient défiler de façon instantanée l'ensemble des messages qui concernent la marque. Mais c'est normal, c'est pas leur métier. Ils ont du temps, de l'énergie et du temps de cerveau à consacrer à d'autres choses. Donc ça aussi, ça permet souvent de dire oh là là, mais non, mais ça c'est de la com, finalement on s'en occupe pas, quoi. Même si on a pu être tenté un temps de le faire. D'ailleurs,
Pardon, ouais, je rebondis, excuse-moi Thibaut, mais je rebondis sur un point qui est sur la partie réputationnelle en fait. Parce que finalement, on le voit quand on met en place des veilles, des systèmes de veille. Donc là, que ce soit l'outil, mais aussi le système qui est mis en place derrière de veille, il est souvent orienté sur la marque, bien entendu. Mais en fait, on oublie aussi qu'il y a cet impact de la communication employeur. Et en fait, on l'oublie souvent, en fait. C'est-à-dire que ce qui peut se dire sur le fait des anciens collaborateurs, de ce qui peut se dire sur des candidats, c'est des choses qui sont souvent oubliées, mais parce que justement, en fait, la marque, elle est vue du point de vue communication et pas forcément de la partie employeur. Et on oublie un petit peu de la surveiller aussi cette partie-là, qui est très importante. Et donc là, alors c'est pas forcément une question, mais je pense que ça aussi c'est un élément quand vous mettez en place des veilles. N'oubliez pas aussi de regarder cette partie parce qu'on l'entend. Enfin, ce que dit Frédéric, hein, c'est que il faut qu'il y ait une cohérence entre tout, quoi. Moi, je sais pas si Frédéric, tu veux Non, mais c'est exactement ça. rebondir. C'est des messages publics qui figurent sur l'ensemble des réseaux, mais c'est aussi les avis Google, c'est aussi les avis sur les sites de notation des entreprises, sur les sites de notation RH. Qu'est-ce que l'on dit sur vous et qu'est-ce qu'on répond ou pas? Est-ce qu'on vient contredire? Est-ce qu'on vient apporter des éléments? Est-ce qu'on vient alimenter la crise? Est-ce qu'on se tait pour laisser passer la vague? Mais tout ça se surveille, doit se voir, tout ça doit se décider. Dans une ERCOM, on prend des décisions 100 fois dans la journée, en réalité. Mais cette réputation, il y a une veille indispensable à avoir, et par des outils, et par de l'humain. Et encore une fois, tout ça ne peut pas être démultiplié dans chaque service. C'est pour ça que c'est centralisé dans la direction dont c'est le métier, et c'est le métier de la direction de la communication. Justement, est-ce que toi, tu vois un impact entre ce que disent les clients du groupe Foncia, ce que disent les collaborateurs, enfin les futurs collaborateurs, est-ce que tu vois justement cet impact de l'une de ces deux sphères sur l'autre? Mais nous, chez Foncia, on n'était pas très bon sur notamment la gestion des avis Google, par exemple. C'était pour de vraies fausses raisons, notamment technologiques. C'est compliqué de rentrer dans le détail ici, mais c'était en fait compliqué avec Google d'ouvrir 500, enfin autant de comptes que d'agences. Et résultat, du coup, tout était centralisé. C'était impossible en centrale de répondre à l'ensemble des avis Google, notamment parce qu'on n'a jamais la connaissance du fond des dossiers. Donc, si un client vient faire une remarque sur un dossier qui le concerne, en centrale, on peut pas avoir cette connaissance. Et donc, en fait, on a complètement changé depuis bientôt un an notre travail sur les avis Google, où on a on a ouvert des comptes pour chacune de nos agences, et où on forme les collaborateurs à répondre à toutes les questions, y compris d'ailleurs les avis positifs, parce que ça compte aussi pour la valorisation de la marque. Donc les collaborateurs sont engagés depuis plus d'un an sur ce travail-là. On essaye d'avoir des réponses qui soient le plus rapides possible. On s'est donné l'échéance maximum de 5 jours pour répondre, et idéal de 48 heures, et on tend vers ce niveau de réponse de 48 heures. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sans que notre travail soit meilleur ou moins bon, enfin en tout cas sans qu'il soit meilleur, en fait nos notes, on a quasiment doublé le niveau de nos notes, voire on a des clients qui changent leurs notes après ces interventions. Donc on voit que c'est un travail qui est essentiel à faire, mais c'est du boulot pour tout le monde, et il doit être piloté et il doit être accompagné. Il a fallu accompagner nos 11 000 collaborateurs à travailler, à être sensible à la question, à apprendre à répondre, à ne pas mettre d'affect ou à ne pas se sentir personnellement mis en cause quand il y a un commentaire négatif, et puis voilà, bien être eux-mêmes des ambassadeurs de la marque en répondant aux avis Google. Sur d'autres sites, ça va être des réponses plus centralisées, mais par exemple sur Google, c'est pas possible que ce soit un siège. Enfin, il faudrait une organisation énorme pour avoir des allers-retours sur les sujets, comprendre les sujets et faire les réponses à la place des gens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais justement, il y a il y a une réaction de Xavier Noël qui est un peu similaire, puisque là tu parles des avis sur Google, mais finalement quand on parle aussi de communication employeur,
On se retrouve aussi avec, tu as 11 000 collaborateurs dans le groupe Foncia, donc potentiellement 11 000 personnes aussi qui peuvent prendre la parole, parfois avec la casquette Foncia, qui vont prendre la parole sur Internet, sur les médias sociaux, que ce soit professionnellement avec leur profil LinkedIn, ou ça peut être aussi même personnellement sur Facebook, etc., mais simplement on les rattrape toujours. Qu'est-ce qui est fait, toi, à ton niveau là-dessus? Est-ce qu'il y a une politique justement de collaborateurs ambassadeurs? Qu'est-ce qui a été mis en place pour les accompagner, les sensibiliser, les former finalement à la prise de parole, à représenter la marque sur Internet? Alors en fait, chez Foncia, comme je l'ai fait dans le passé chez Elior ou chez Altran, on a lancé une grande campagne interne pour accompagner les collaborateurs sur leur présence sur les réseaux sociaux, autant à titre personnel que professionnel d'ailleurs. Je dis autant à titre personnel que professionnel parce que quand on intéresse davantage les gens en leur expliquant les bonnes pratiques personnelles sur les réseaux sociaux, et du coup ça rejaillit directement sur les bonnes pratiques professionnelles. Et on a lancé une campagne qui s'appelle Let's Go Social. Si vous faites Let's Go Social by Foncia sur Google, vous tomberez sur un site qui est public, qui est ouvert à tout le monde. Il y a une partie qui est réservée aux collaborateurs, notamment sur lequel vous aurez un quiz qui vous permet de voir si votre profil est plutôt un profil LinkedIn, un profil Instagram, un profil Twitter, un profil Facebook, un profil TikTok. Et avec cette campagne Let's Go Social, en fait, on accompagne les collaborateurs en donnant des bonnes pratiques et aussi en organisant des cafés digitaux pour avoir beaucoup d'échanges avec les uns et les autres, justement sur leur bonne façon de parler de l'entreprise, de représenter l'entreprise, ou eux-mêmes pour leurs pratiques personnelles sur les réseaux. Il y a différents niveaux, parce qu'il y a des gens qui ont une appétence dingue et qui ont une grande expérience des réseaux et à qui il n'y a pas forcément grand-chose à apprendre. Il y a des gens qui n'ont jamais ouvert une application de réseau social et qui comprennent bien qu'il y a quelque chose à faire, mais ils sont un peu en panique sur ce qu'il faut faire. Les gens ne savent pas s'il faut se présenter personnellement, s'il faut se présenter sous un pseudo, s'ils ont le droit de citer la marque, pas de citer la marque, s'ils ont le droit de montrer ce qu'ils font ou pas ce qu'ils font. Donc voilà, il y a cet accompagnement autour de cette campagne. Et j'avais fait la même chose chez Elior précédemment, dans le groupe Elior, dans la restauration collective, et encore avant chez Altran. Et c'est des opérations internes qui fonctionnent très bien et qui permettent de rassurer les collaborateurs. Je sais que certains de mes collègues ou certaines entreprises interdisent aux collaborateurs qu'il est interdit de s'exprimer au nom de l'entreprise. Je pense que c'est pas possible et je pense que c'est une erreur de partir de ce postulat. Donc il est plutôt intéressant d'encourager les collaborateurs à parler de leur entreprise. En revanche, il faut leur donner un guide, certaines orientations sur la bonne façon de le faire. Je prends l'exemple de Foncia, du groupe Altran quand j'étais chez Altran. Donc Altran, c'est le leader mondial. Altran qui vient d'être acheté par Capgemini, c'était le leader mondial du développement, de la recherche et du développement, avec uniquement des ingénieurs qui sont en mission chez les clients. Et ces ingénieurs développaient des sujets absolument extraordinaires, sauf qu'ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils étaient d'Altran, puisque officiellement, c'est le client qui développe les sujets sur lesquels ils travaillaient. Donc il y avait des notions, si ce n'est de secret professionnel, en tout cas de confidentialité. Et là, il y avait beaucoup à expliquer aux collaborateurs pour pas qu'ils puissent se vanter que eux, en tant qu'Altran, avaient réalisé tel moteur d'avion, telle découverte scientifique, puisqu'en fait, c'était la compagnie aérienne qui avait développé le moteur d'avion ou telle université qui avait développé telle innovation scientifique. Donc là, voilà, parfois, il faut guider et orienter les gens sur la bonne façon de faire et de dire. Et notamment dans des métiers où il y a beaucoup de fierté, on a envie de partager tout ce qu'on fait, et parfois, il y a de la confidentialité ou du secret à conserver. J'ai une question toute bête, Frédéric. Est-ce que chez Foncia, les collaborateurs ont le droit, peuvent accéder aux réseaux sociaux depuis leur poste de travail? Absolument. J'ai vécu ça dans un petit groupe pharmaceutique où tous les réseaux étaient coupés pour les collaborateurs au motif, c'était coupé au moment où je suis arrivé, au motif qu'ils risquaient de passer du temps au lieu de travailler à être sur les réseaux sociaux. Et j'étais en comité exécutif autour d'une table ronde, un comité exécutif qui était assez petit, qui était de 6 personnes de mémoire. Et en fait, au moment de cette discussion un peu aberrante, j'ai pris mon iPhone que j'ai mis sur mes cuisses sous la table. Et là, j'ai dit au président, et là, vous croyez que je suis en train de faire quoi? Donc, il ne comprenait pas. Et j'ai sorti mon téléphone et j'ai dit,
on ne permet pas aux collaborateurs d'accéder à tous les outils depuis leur device professionnel, de toute façon, ils sont souvent mieux équipés avec des devices personnels. Donc, s'ils veulent regarder, s'ils veulent s'amuser pendant leur temps de travail, c'est pas parce qu'on ne leur donne pas les outils, parce que les outils professionnels ne le permettent pas, qu'ils ne le feront pas. Donc, voilà, c'est une situation souvent absurde et qui était, pour le coup, très pénalisante parce que ça veut dire j'avais plein de difficultés technologiques pour la communication interne, pour avoir des outils qui passaient par le web, pour promouvoir des choses via des vidéos hébergées sur YouTube. Tout ça a été interdit, alors qu'en fait, n'importe qui pouvait y accéder par ses devices personnels. Mais ça doit encore exister, oui. En tout cas, dans le chat, visiblement le site Let's Go plaît beaucoup. Donc félicitations à Gérard et Annie qui réagissent par rapport à Let's Go. Je remonte sur une question justement de Javier qui demandait comment communiquer, quelle stratégie de communication employeur après une période de fusion. Et elle a ajouté une question qui était la fusion s'est passée pendant le confinement. Ça amène aussi la question de dans une période de crise comme on l'a vécu, comment on travaille cette communication employeur. J'ai une double question. Ouais, pas simple de répondre parce que je pense pas qu'il y ait une seule réponse générale qui soit valable pour tout le monde. Pendant la période de confinement, il n'y avait que la dématérialisation qui était possible. Donc c'est vrai que dans le cas d'une fusion, c'est bien de pouvoir rencontrer les gens, c'est bien de pouvoir faire des réunions, c'est bien que les gens puissent se sentir. Donc là, il n'y avait que les versions web. On vit le cas chez Foncia puisqu'on acquiert un cabinet d'administration de biens par semaine en moyenne. Donc des fusions, c'est toutes les semaines. Et la période de confinement n'a pas freiné cette politique de croissance externe. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et encore, parce que quand vous faites... tout va dépendre de l'activité, tout va dépendre de la taille de l'entreprise, tout va dépendre des métiers. Je suis désolé, c'est un peu difficile de répondre à ce type de questions. C'est vrai que la période de confinement, de toute façon, compliquait tout. Donc, ça n'a pas simplifié la communication employeur dans le cadre d'une fusion. Mais c'est compliqué de vous faire une réponse sans avoir plus de détails précis sur le cas de figure. Ok. Bon, il y a Agère qui sollicite un rendez-vous. Donc, on peut échanger. Vous pouvez vous retrouver sur Twitter. Mais justement, Frédéric, comment est-ce que tu as vécu cette période, ces 1 an et demi de crise sanitaire dans un groupe comme ça de 11 000 collaborateurs? Qu'est-ce que ça a changé justement en termes de communication interne, voire de communication, puisque j'imagine le groupe Foncia recrute combien de nouveaux collaborateurs par an? Alors, on recrute, le chiffre de cette année, c'est 1700 recrutements cette année et 300 alternants. C'est lié à de l'augmentation à la création de nouveaux postes ou à l'augmentation de ressources et aussi à un relatif turnover. On est dans des métiers où il y a pas mal de turnover. Donc voilà, sur l'année 2021, c'est 1700 personnes et 300 alternants. Alors justement, comment est-ce que tu arrives à adresser ces cibles ou à échanger, à communiquer avec elles dans une période comme ça qui est compliquée, où ça se fait quand même beaucoup à distance? Alors, d'abord, on a beau être un grand groupe, on est un acteur de proximité. Le siège du groupe, c'est une toute petite entité par rapport à l'ensemble de nos agences et de nos cabinets qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est pas parce qu'on est une marque unique au niveau national qu'on est un grand groupe isolé dans une tour à la Défense. Non, on est un acteur local. On est présent dans chaque centre-ville. Et donc, il y a des relations de terrain qui existent. Reste que pour le recrutement, il y a beaucoup de communication numérique via les réseaux sociaux, via les sites de recrutement, via les salons de recrutement. Il y a eu des salons virtuels de recrutement pendant cette dernière année. Donc voilà, c'est ce qui permet de maintenir quand même les recrutements. Mais dans nos métiers, c'est compliqué de recruter tout court. Donc c'est sûr que la période de pandémie n'a pas aidé. Alors justement, comment vous faites chez Foncia pour être une marque attractive en termes employeurs? Et pour être une marque attractive, on essaye de mettre nos atouts en avant. Nos atouts, c'est le fait d'être un leader sur le marché. Ça compte quand même pour beaucoup. C'est la technologie et
et l'avance qu'on peut avoir dans des métiers. Alors, quand je dis l'avance, je suis un peu ambitieux. Il y a eu, avec l'arrivée du nouveau président il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, une grande transformation digitale qui a été engagée, qui commence seulement à être très visible et à avoir des effets, et qui participe un peu à révolutionner des métiers un peu poussiéreux. Donc ça, on le dit, on le montre, ça commence à se savoir. Et évidemment, ça devient assez intéressant pour des gens, soit pour des futurs collaborateurs ou nouveaux collaborateurs, ou pour des gens qui ont de la bouteille et qui connaissent ces métiers, de voir que finalement, il y a une nouvelle façon de travailler qui est installée avec des moyens qui sont importants et qui du coup changent quand même le quotidien des différents professionnels. Je pense notamment à tous les gestionnaires ou tous les conseillers immobiliers qui ont à bouger, qui n'étaient pas forcément équipés de toute la technologie qui permettait de pouvoir travailler n'importe où, d'avoir une tablette sur laquelle montrer des biens à des clients, de pouvoir signer un contrat à distance ou en signature électronique pour éviter la multiplication du papier, pour éviter la multiplication de rendez-vous. Donc tout ça, ça participe à la bonne image employeur. Et il y a aussi les politiques RH, les différentes politiques RH et les engagements du groupe qui donnent un sens et qui donnent une idée de l'entreprise dans laquelle on pourrait travailler. Je pense aux engagements sur la lutte contre la discrimination, sur le travail des personnes handicapées, sur la façon de considérer la maladie dans l'entreprise. On est une entreprise partenaire. Alors, le partenariat, il est facile parce que c'est notre président qui se trouve être le président de l'association Cancer at Work, une association qui doit avoir maintenant une dizaine d'années, qui accompagne les collaborateurs de maladies chroniques dans le vécu de la maladie et le temps commun entre la période de maladie et la période de travail et le retour au travail. Toutes ces choses-là, les gens l'apprennent. Enfin, c'est à nous de communiquer là-dessus. C'est pas des arguments de recrutement, mais ça positionne l'entreprise sur une façon de considérer la vie, de considérer les gens, et ça compte beaucoup pour les futurs recrutés. Et quand je parlais du fait d'être un leader, le fait d'être un grand groupe, c'est aussi très intéressant pour beaucoup de gens parce qu'ils savent que c'est des entreprises dans lesquelles il y a beaucoup d'évolutions possibles, il y a beaucoup de passerelles possibles, et dans le cadre de ces évolutions et de ces passerelles, Foncia est connu et reconnu pour sa formation et pour ses propres écoles de formation en interne. Donc, il y a beaucoup d'évolutions possibles chez Foncia. Il y a des parcours incroyables dans l'entreprise de gens qui ont commencé stagiaires et qui ont maintenant des fonctions de direction. Donc, voilà, c'est tous ces arguments mêlés qui permettent d'avoir une bonne image employeur, mais aussi le niveau de service qu'on apporte, un niveau d'expertise qui est reconnu. Et puis le niveau de service et de relation client, là c'est ce sur quoi on travaille le plus parce que c'est pas là où on a été le meilleur dans l'histoire, c'est pas là où notre profession est très reconnue et c'est ce sur quoi nous on travaille le plus, voilà, pour nous différencier et montrer que là, la relation avec le client et la proximité avec le client c'est aussi important que l'expertise comptable ou juridique. Mais à t'entendre, finalement, ça repose sur la communication employeur, comme finalement sur la communication client. Ça repose finalement sur des engagements concrets, sur des choses très concrètes, parce que le piège dans lequel beaucoup d'entreprises tombent, ce qu'on peut constater, c'est que on va faire des campagnes de communication, on va chercher à mettre un vernis, à se faire une belle image, mais qui finalement ne repose sur pas grand-chose de concret. Et quand on commence à gratter le vernis, et les Internet et les médias sociaux sont impitoyables là-dessus, ça commence à se voir. Donc, toi, ta recommandation là-dessus, c'est de rester authentique et justement de communiquer sur des engagements concrets. Mais parfaitement. Le vernis, aujourd'hui, comme tu le dis, saute tout de suite. Donc, inutile Moi, d'ailleurs, en communication, je dis qu'il ne faut jamais mentir. On n'est pas toujours obligé de tout dire, mais il ne faut jamais mentir. Et c'était vrai il y a 35 ans quand j'ai commencé à bosser. C'est 1000 fois encore plus vrai aujourd'hui, puisque de toute façon, le moindre mensonge, le moindre petit arrangement avec la vérité saute très vite. Donc, il faut être authentique. Certes, il faut mettre la lumière sur ce qui est le plus positif et pas nécessairement sur ce qui est là où on peut avoir des réserves.
mais il faut être authentique, il faut aussi être honnête, il faut dire, je ne cherchais pas à faire un discours il y a 5 minutes. Je vous disais que la relation client, c'était pas là où on était le meilleur, ni chez Foncia, ni dans l'ensemble de nos métiers. Et c'est ce sur quoi on doit travailler. Et l'authenticité, c'est aussi de dire les choses telles qu'elles sont et de montrer les axes de progrès, les ambitions qui sont les nôtres et dire aux gens qui veulent venir travailler chez nous, si vous voulez venir travailler chez nous, il y a tel et tel avantage parce qu'il y a tel et tel esprit, il y a telle et telle situation dans ce groupe, mais il y a aussi une ambition d'aller dans cette direction. Si vous venez chez nous, il faut aussi que vous veniez pour partager ces ambitions. C'est peut-être là-dessus justement que la communication employeur dédiée la plupart du temps sur des plateformes comme, alors je vais parler de Welcome to the Jungle ou d'autres plateformes, c'est peut-être là où justement on se fait ce vernis et il y a une communication qui est spécifique employeur et qui est dissociée du reste et justement on se fait passer pour plus beau qu'on ne l'est et c'est là où il peut y avoir des grosses crises réputationnelles aussi derrière. Donc je pense que, enfin, la problématique derrière, c'est aussi une notion de réputation. C'est ce que tu dis. Si vous dites la relation client, on n'est pas bon, derrière, attendez, on l'a dit, quoi. Enfin, je veux dire, on est. Et c'est peut-être là où là, cette communication très spécifique employeur, comme on peut l'avoir quelquefois, et où c'est complètement différent de ce qu'on est en réel, ça peut être dangereux, ouais. Mais moi, je dis toujours qu'un recrutement, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que personne ne doit chercher à tromper l'autre. Le candidat qui trompe le recruteur sur son CV, sur son parcours, il y a un moment, on va s'en rendre compte, ça va se voir, et du coup, ça ne va pas le faire. Et le recruteur qui promet monts et merveilles à la personne qu'il a en face de lui, il y a un moment, le salarié, une fois qu'il va être dans l'entreprise, il va se rendre compte que la réalité est bien différente, et ça ne va pas le faire non plus. Donc vraiment, un recrutement, ça doit être gagnant-gagnant. Personne ne doit chercher à tromper l'autre. Donc, on peut se présenter sous son meilleur jour, on peut être plus souriant et avenant plutôt que de faire la gueule, mais reste qu'il faut quand même garder une part d'authenticité. Et c'est cette vérité qui fait que ça match et que du coup, on va pouvoir progresser ensemble dans les beaux jours comme dans les jours difficiles. Mais personne n'aura trompé l'autre. D'autant, on en parlait, hein, le vernis peut vite craquer à l'épreuve d'Internet, hein, où on voit souvent des avis d'anciens collaborateurs ou même des collaborateurs qui sont en poste qui vont s'exprimer, qui vont en dire. Qui vont dire plein de choses. Ça me permet de faire un parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, où vous, la démarche chez Foncia, c'est plutôt d'accompagner les collaborateurs sur Internet, sur les médias sociaux. Justement, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous avez un programme ambassadeur? Qu'est-ce que vous faites finalement pour que ces 11 000 collaborateurs du groupe soient une force et viennent alimenter l'image de marque et alimenter finalement votre communication employeur? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, et c'est assez heureux aussi, on ne m'a pas attendu pour que les collaborateurs soient actifs sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivé avec l'équipe qui m'entoure, mais aussi parce qu'on a mis des outils à disposition, des consignes et des recommandations, ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Les collaborateurs et collaboratrices de chez Foncia ont cette facilité, plus grande facilité que dans des entreprises précédentes. Ça dépend aussi un peu de leur métier. Par exemple, les gens de la transaction sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux que les gens de l'administration de biens. Mais pour répondre à ta question, en fait, le programme ambassadeur, il fait partie du programme Let's Go Social. Ce programme, il a démarré que cette année. Il devait démarrer l'an dernier en présentiel. Du coup, tout a été arrêté avec la pandémie et le télétravail. Et du coup, on l'a basculé en pur digital pour le moment, pour ne pas le bloquer plus longtemps. Voilà, ça fait partie de ce programme Let's Go Social où on va de plus en plus accompagner les collaborateurs pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais c'est déjà le cas où sur certains métiers, on a des campagnes mensuelles et pendant un mois, tous les collaborateurs d'un métier communiquent à mort sur les réseaux sociaux sur la thématique du mois. Parce que tu parlais notamment au début de cette Tireb des Live de tes des 3 éléments qui étaient importants pour toi. Tu parlais notamment de contenu. Qu'est-ce que vous faites en termes de contenu justement pour embarquer les collaborateurs, pour finalement les mettre aussi un peu en lumière? Alors, je vois peut-être 2 questions dans la même question. La mise en lumière des collaborateurs, c'est une chose. La production de contenu sur les réseaux sociaux, c'en est une autre. Donc, pour les réseaux sociaux et pour aider les collaborateurs
à partager du contenu sur les réseaux sociaux, on met à leur disposition, c'est ce que je disais, des contenus, notamment des campagnes mensuelles avec un certain nombre de visuels qui va permettre à chacun de choisir plutôt l'angle ou la thématique sur laquelle il a envie de communiquer, et puis des propositions de messages qu'on laisse relativement libre aussi d'adapter pour pas juste que ce soit une reproduction systématique du même message, que ça fasse pas élément de langage d'hommes et de femmes politiques qui, sur tous les plateaux, tiennent exactement la même phrase. Donc voilà, un panel d'illustrations et puis des messages associés. Ça, c'est pour la partie outils et contenu qu'on donne aux collaborateurs. Sur la partie mise en lumière des collaborateurs, si j'ai bien compris ta question, là, pour le coup, on a créé un blog qui s'appelle Belle Personne. Et ce blog est en fait un blog qui parle de Foncia, mais uniquement sous l'angle des collaborateurs, avec principalement un portrait de collaborateur chaque semaine, une interview façon interview de Proust, avec des questions professionnelles et des questions très personnelles. Les collaborateurs sont totalement libres de répondre à ce questionnaire vraiment comme ils l'entendent. Tous les retours que j'ai, c'est justement d'entendre de dire que ça fait pas du tout communication formatée, mais que c'est vraiment très authentique. Et ce blog qui met en lumière, donc en photo et en texte, les collaborateurs de Foncia dans toute leur diversité, dans tous les métiers, et aussi dans toutes nos filiales, c'est à la fois un outil de communication interne, parce qu'il permet de créer du sentiment d'appartenance, de montrer que les gens appartiennent à une même communauté, que les gens sont valorisés, que ne sont pas, entre guillemets, médiatisés, que les dirigeants ou les gens dont la fonction est de parler publiquement, mais l'intégralité des collaborateurs. Et d'ailleurs, on trouve plutôt peu de dirigeants, parce que c'est plutôt la consigne sur ce blog de ne pas mettre en avant les dirigeants. Mais c'est aussi un outil de communication employeur, parce que c'est un blog qui est ouvert publiquement. Hein. C'est belle personne au pluriel, by Foncia, même chose sur Google, vous y accédez immédiatement. On a mis le lien dans le chat. Et voilà. Il y a d'ailleurs Lucien qui réagit déjà en disant magnifique blog, et qui s'inscrit dans la logique de l'authenticité. Et du coup, quand je parlais de communication employeur, du coup, ça permet à des gens qui ont envie de venir travailler chez Foncia d'entendre leurs éventuels futurs collègues parler de leur entreprise, puisque dans les questions qui reviennent, c'est quel est le cliché que vous voudriez tuer sur le métier, de quoi êtes-vous plus fier dans votre métier, à quoi ressemble votre journée, quelle est la première chose que vous faites le matin. Donc voilà, les gens partagent leur quotidien, leur vie professionnelle, leur métier, et ça peut donner envie à d'autres, soit de réaliser quel est le niveau de l'entreprise, ou comment ça se passe dans cette entreprise, ou quels sont les métiers, ou quels sont leurs quotidiens. Il y a aussi quelques vidéos de gens que l'on suit au quotidien dans leur activité, mais l'essentiel de ce blog, c'est des portraits de collaborateurs. Et une nouvelle rubrique qui arrivera au mois de septembre pour aussi apporter un peu de variété et diversifier ces publications qui rencontrent pas mal de succès. Et elles rencontrent pas mal de succès dans le niveau le taux de consultation de ces portraits, mais aussi dans le partage, parce que du coup, c'est un contenu partageable par les collaborateurs. Et il y a énormément de collaborateurs qui partagent le portrait de la semaine pour montrer, mettre en avant eux-mêmes et promouvoir eux-mêmes un de leurs collègues. Alors moi ça m'amène en vieux réflexe de marketeur. Comment est-ce que tu pilotes tout ça? Comment est-ce que tu pilotes ta stratégie de communication et toutes les actions qu'il va y avoir, que ce soit sur un volet commercial ou sur un volet employeur? Je la pilote grâce à une équipe, en réalité. Grâce à une équipe et des compétences réparties et partagées. Je pense que pour faire tout ça, il faut être très bien entouré, avec des gens compétents, des gens engagés, des gens de confiance. C'est ma façon de le piloter. Et tu suis des indicateurs en particulier, tu as un tableau de bord en particulier. Qu'est-ce qui te permet justement de dire le blog Belle Personne, ça fonctionne bien, que Let's Go Social, ça fonctionne bien aussi? Alors effectivement, grâce à tous les outils d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'indicateurs et de façons de suivre. J'avais pas compris ta notion de pilotage. Il y a beaucoup plus de façons aujourd'hui de suivre, de mesurer l'efficacité de tout ce qui peut être fait. Donc effectivement, sur des sites web, il y a le nombre de visites, il y a le nombre de visiteurs uniques, il y a la qualité il y a le nombre de commentaires, il y a la tonalité des commentaires. Tout ça est suivi. Et idem après pour les partages sur les réseaux sociaux, le nombre d'engagements sur les publications, le nombre de partages et la tonalité des commentaires, c'est essentiellement ce que l'on peut mesurer.
J'ai peut-être une dernière question parce qu'on approche de la fin. Il y a une question très pratico-pratique de Sabine. Tu parles de beaucoup de production de contenu et je pense que ça fait rêver, ça met des étoiles dans les yeux de beaucoup de gens parmi nous. Comment justement vous organisez votre production de contenu en interne dans ta direction? Alors, je suis moi-même un gros producteur de contenu. J'écris beaucoup. J'ai beaucoup de contenu qui me viennent à l'esprit. En fait, je dois écrire pour soulager mon cerveau. Mais j'ai un directeur éditorial dans mon équipe. Pour moi, c'est une fonction qui est très importante. Donc, vraiment une personne qui est dédiée à l'éditorial et qui est aussi dédiée à la coordination de tout l'éditorial qui peut être créé par les uns et par les autres. Mais la production de contenu, c'est quand même une des missions de la majorité des personnes de mon équipe, chacun dans leur domaine, de devoir produire du contenu. Donc voilà, c'est aussi une question de constitution d'équipe et de profil recruté. Et je fais également appel, parfois, ponctuellement, à des prestats externes pour nous produire du contenu quand c'est parfois nécessaire ou qu'il n'y a pas les ressources ou que le travail est trop tendu pour pouvoir répondre à tous nos besoins. Excuse-moi. Et par exemple, le site Let's Go Social, il a été entièrement produit, il a été développé par un prestataire externe, mais 100% du contenu a été développé par les deux gars de mon équipe social media. Okay. Donc d'aller chercher les expertises quand c'est nécessaire à l'extérieur, mais plutôt quand même de garder c'est le cœur, la matière première en interne. Il faut se priver de rien, mais par contre il faut pas tout déléguer. Il faut vraiment être capable de produire un certain nombre de choses. Et quand on délègue, de toute façon, il faut être capable de piloter et de suivre, de briefer, de contrôler ce qui est fait. Donc il faut forcément de la compétence et de la ressource interne, mais il faut certainement pas se priver d'aller chercher aussi à l'extérieur d'autres compétences, de la diversité, un peu de créativité différente et ou juste du soutien logistique quand on manque de ressources ou de temps pour produire certains travaux. Alors, je vois qu'il est 11 heures. On est très à cheval sur le temps et sur la promesse aussi qui est faite aux personnes qui nous suivent. Je crois qu'on pourrait passer des heures encore à parler de ce sujet. Merci en tout cas infiniment, Frédéric. C'est passionnant de t'écouter. J'encourage vraiment les participants à te suivre sur LinkedIn, sur Twitter, à foncer aussi sur tes livres qui font du bien quand on est communicant. Ça fait du bien de les lire. Donc en tout cas, un immense merci. On va en profiter pour faire la conclusion. Notamment, on en profite pour remercier les partenaires qui nous suivent encore cette année. On avait fait un petit clin d'œil à Noisy tout à l'heure. On salue aussi Banque Populaire Alsace et Champagne où j'ai eu la chance moi de me frotter à ces questions de communication RH quand j'étais en poste là-bas. Donc merci à nos partenaires de nous suivre encore dans cette version à distance. Et puis l'IREBD continue encore. On n'est pas encore tout à fait en vacances. On a un dernier rendez-vous avant l'été, c'est le 8 juillet, où on aura l'occasion un tout autre sujet puisqu'on parlera du sponsoring sportif. On est en pleine Euro. Et bientôt les Jeux Olympiques, donc on aura l'occasion de parler de sponsoring sportif et d'influence avec Herbalife Nutrition. Ça va être aussi un sujet passionnant. Donc je vais vous mettre le lien pour vous inscrire d'ores et déjà. Hop, je le fais en direct. Vous retrouvez le lien, voilà, dans le chat. Je ne sais pas si Christophe, tu voulais dire un dernier mot. Merci Thibaut d'avoir organisé ce webinaire et puis surtout un grand merci à Frédéric d'avoir accepté de participer pour les échanges que nous avons pu avoir. Effectivement, c'était très enrichissant. Alors, je me suis mis un petit peu en retrait parce que j'ai des gros problèmes de connexion pour faire simple. Et puis, merci également à tous les participants de votre fidélité parce qu'on on voit certains noms qui reviennent régulièrement et ça nous fait plaisir de voir que vous êtes contents de ce webinaire. Je vois notamment Michel qui a posé des questions. On n'a pas pris tes questions, mais en tout cas, on n'hésitera pas à les transmettre à Frédéric. Écoutez, on vous souhaite à tous une belle journée et puis on se dit au 8 juillet et Frédéric,
à très vite et on espère pour un IRFD, un vrai entre guillemets, un IRFD où on se voit tout le monde et on a compris que l'humain était important, donc on espère qu'on pourra se voir. Mais merci à vous pour votre confiance et je réponds à toutes les questions sur Twitter, uniquement sur Twitter. Vous pouvez m'écrire, je réponds à tout le monde, tout le temps, toujours. Ok, parfait. Et ben écoutez, on Passez va une très bonne clore. journée. Et très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.